De nos jours, beaucoup de gens apprennent des langues modernes. Mandarin, espagnol, allemand, japonais, italien, tout s'y passe. Et si tu essayais d'être différent? Si tu essayais d'apprendre une langue morte? Attends, j'explique. Si tu essayais en fait d'étudier une langue qui n'est plus parlée de nos jours, mais qui a eu énormément d'importance à un moment donné de l'histoire, une langue comme le latin, le sanskrit, l'hébreu biblique ou le grec ancien. Et si tu choisissais cette langue selon l'impact qu'elle a eu sur toute l'histoire de la société dans laquelle tu vis, sur tout ce qu'on appelle la civilisation occidentale, alors le grec ancien serait sans doute le meilleur candidat. L'impact qu'a eu la Grèce antique est incomparable. Sa culture, ses événements, ses inventions, ça a eu un rôle à jouer jusqu'à ton identité d'aujourd'hui. Et puisque l'Antiquité est en quelque sorte à la base de tant de choses de notre monde actuel, on peut dire que la Grèce antique est la fondation du monde tel qu'on le connaît. Pourquoi apprendre le grec ancien? Justement parce que c'est la langue qui a parlé cette civilisation fantastique du passé, qui explique tant de choses de qui nous sommes aujourd'hui. Et aussi parce que les textes écrits laissés par les auteurs de cette civilisation sont parmi les chefs-d'œuvre de tout le travail humain, depuis les hommes des cavernes jusqu'à Harry Potter. Et aussi parce que lire les anciens et apprendre le grec ancien, c'est une expérience qui te transforme d'une manière à laquelle tu n'as jamais pensé auparavant. Et enfin, le plus important, parce que c'est immensément cool et utile. Ma mission aujourd'hui, ça va être de te montrer pourquoi ça vaut la peine d'étudier la Grèce antique, de quelle manière les Grecs ont percuté notre monde. Ensuite, tu verras les atouts cruciaux d'apprendre le grec ancien, et je vais aussi te montrer de quelle manière la lecture des textes anciens te transforme profondément. Tout commence par un peu d'histoire. Je l'ai dit, la Grèce a eu énormément d'influence sur tout le monde de l'Antiquité. Et il y a plusieurs raisons qui nous montrent pourquoi. D'abord, les Grecs, c'est des commerçants. Puis en bons commerçants, ils essaient de faire du commerce avec autant de gens que possible. Donc ils vont un peu partout dans la Méditerranée. Après ça, leurs colonies vont étendre l'influence grecque. En effet, c'est que plusieurs habitants vont quitter la Grèce pour s'installer ailleurs. Ils vont fonder des communautés sur les côtes de l'Italie, de la France et de la mer Noire. Et après ça, l'empire d'Alexandre le Grand, au IVe siècle avant notre ère, va répandre encore plus la culture grecque. Ensuite, ils ont l'une des cultures, disons, les plus civilisées d'Europe et du Moyen-Orient. Par ça, je veux dire qu'ils ont une culture vraiment très complexe, vraiment ambitieuse et technique, puis orientée vraiment vers tout ce qu'il y a de beau et d'intéressant à l'époque. C'est une culture qui a un art riche et très développé, des artistes talentueux, des techniques avancées, une architecture grandiose. Et en plus, ils inventent certains genres de poésie et le théâtre. C'est aussi une culture qui a une importante tradition de questionnement philosophique et qui, comme on le verra, s'axe vraiment sur l'éducation et le développement individuel. C'est une culture intéressée par les sciences, la découverte, la recherche. Du côté politique, la Grèce a des cités puissantes et influentes comme Athènes, Sparte et Corinthe. Puis il y a un énorme prestige d'Athènes dans tout le monde méditerranéen. Le 5e siècle avant notre ère est l'âge d'or d'Athènes, parce qu'à cette époque, elle devient immensément riche et puissante. C'est là qu'il y a de grands politiciens et auteurs, des tragédiens et philosophes. Athènes et ensuite Alexandrie vont pratiquement être les capitales culturelles de la Méditerranée. Pas surprenant donc que les Romains aient été éblouis par la Grèce. Parce qu'après tout, la principale raison pour l'influence de la Grèce antique, c'est l'influence qu'elle a exercée sur Rome.
Puisque Rome est devenu le super pouvoir du monde antique, la culture grecque a été portée partout où s'est étendue Rome et même au-delà. Ou comme dit un poète romain, la Grèce soumise soumit son vainqueur farouche et porta les arts dans le rustique Latium. Au fond, c'est vraiment une conquête culturelle. Les Romains adoptent la religion grecque, le polythéisme était vraiment souple à l'époque. Donc les dieux grecs trouvent des équivalents romains. Par exemple, Zeus devient Jupiter, Héra devient Junon, etc. Les Romains adoptent aussi l'art grec, dont le réalisme les fascine. Il y a l'architecture romaine qui devient très similaire à celle grecque, frontons, colonnes, bas-reliefs, tout ce que vous avez déjà vu des bâtiments gréco-romains. Et les auteurs s'inspirent de styles et de poèmes grecs. Puis c'est le tour de la science et de la philosophie. Entre autres par la présence d'esclaves et de profs grecs à Rome, les jeunes Romains fortunés sont imbibés de cette culture. Tous les Romains éduqués, tous les enfants de patriciens, les riches, passent par une éducation inspirée du modèle grec. Et les Romains les plus chanceux peuvent envoyer leurs enfants étudier à Athènes. Pendant l'Antiquité, le grec est une langue universelle dans la Méditerranée, un peu comme l'anglais aujourd'hui. Comme on le sait bien, l'Antiquité laisse place au Moyen-Âge et les sociétés classiques se modifient. Mais l'influence grecque sera jamais perdue malgré les modifications. Par exemple, même quand toute l'Europe va être sous l'influence chrétienne et qu'on sera dans le Moyen-Âge, il y aura quand même des éléments de la culture grecque classique qui seront gardés, comme dans l'Empire byzantin, héritier de l'Empire romain, ou dans la religion chrétienne elle-même, puisque les premiers penseurs chrétiens, qu'on appelle les pères de l'Église, ils vont s'inspirer des idées grecques pour leur théologie. Au Moyen-Âge, l'héritage grec est surtout préservé par le monde arabe, et les savants arabes sont inspirés par les connaissances et les idées grecques. En fait, la plupart des textes grecs qu'on a encore aujourd'hui ont survécu au temps grâce au travail de savants arabes qui s'efforçaient à recopier les manuscrits. Mais c'est surtout par un point précis que l'héritage grec survit après l'Antiquité. Une importante continuité dans l'éducation. Chez les Grecs, l'éducation s'appelait paideia. Elle était axée sur des aires comme la musique, la gymnastique, et aussi la philosophie, la rhétorique et les sciences. Au Moyen-Âge, le curriculum standard était le trivium, donc composé de grammaire, logique et rhétorique, combiné avec le quadrivium, donc maths, géométrie, astrologie et musique. Ce modèle tirait ses origines de la paideia des Grecs. Dès la Renaissance, on considère que l'éducation idéale exige d'apprendre le latin et le grec. Le latin et le grec ancien étaient vus comme des piliers de la connaissance occidentale, donc absolument nécessaires pour qui voulait être cultivé. Pendant longtemps, une éducation de ce genre était un luxe et donc limitée aux gens les plus fortunés, généralement juste pour les hommes. Mais n'importe qui aspirait à recevoir une éducation et à mieux comprendre le monde, même ceux moins riches, femmes et hommes, se plongeait dans l'une de ces deux langues et dans les auteurs anciens. Et surtout, tous ceux et celles intéressés par la culture se renseignaient sur l'histoire et les mythes de la Grèce. Pendant la Renaissance, l'Occident redécouvre les textes anciens. Ça mène à de gros changements de mentalité et par exemple à l'adoption d'idéaux classiques. L'art va à nouveau s'inspirer de figures mythologiques, puis on va développer de nouveaux styles d'architecture inspirés de l'Antiquité. Par exemple, qui vont toujours respecter les proportions classiques. Au cours des siècles suivants, la Grèce est toujours importante dans l'esprit des gens. Les sujets des mythes grecs sont très fréquents dans les œuvres d'art. Puis la littérature, de la Renaissance jusqu'au 19e siècle, va très souvent incorporer des mythes puis des citations d'auteurs anciens. Même la Révolution américaine, et surtout celle française, s'inspire de la gouvernance de la Rome antique, des vertus de Sparte ou de la démocratie d'Athènes.
Parfois, les gens ont vu la Grèce comme un pilier de la raison, un exemple d'ordre, d'harmonie. D'autres fois, ils sont plutôt intéressés à l'émotivité puis à l'irrationnel dans les mythes grecs, au côté sombre, rituelique, cruel et passionné des Grecs. Mais l'Antiquité a toujours été le fondement des études dans l'Occident. Une éducation complète passait toujours par le contact avec la Grèce antique. Même les maths et les sciences sont marquées par les savants de la Grèce antique. En fait, parce que dès les 6e et 5e siècles avant notre ère, il y a plusieurs penseurs qui se mettent à chercher des explications rationnelles du monde qui les entoure. Donc, les phénomènes naturels deviennent des réalités que la raison peut expliquer, et plus seulement les décisions des dieux. Il y a plusieurs figures scientifiques de l'Antiquité qui vont laisser une marque vraiment profonde sur l'histoire. Je peux donner l'exemple d'Archimède, cet inventeur et scientifique célèbre, qui invente toutes sortes d'engins intéressants et qui nous est encore un symbole de triomphe avec son cri Eureka, qui veut dire « j'ai trouvé ». Jusqu'à la fin de l'Antiquité, la ville d'Alexandrie était LE centre de la science et des recherches de toutes sortes, avec son immense bibliothèque, son musée et une communauté vraiment brillante de scientifiques, de philosophes, de poètes, etc. Il y a beaucoup d'œuvres importantes qui ont été écrites là. Par exemple, les éléments du mathématicien Euclide, une œuvre tellement indétrônable qu'il était encore commun pour les élèves d'apprendre la géométrie à partir des éléments jusqu'au début du XXe siècle. De même pour l'Almageste, une œuvre d'astronomie du savant Ptolémée qui calcule les trajectoires des astres avec tellement de précision que ce livre n'a pas été détrôné jusqu'à la Renaissance. Les médecins du monde grec ont aussi exercé une grosse influence sur la médecine de l'Occident et du Moyen-Orient. Les écrits de Galien ont formé le fondement des connaissances médicales pendant tout le Moyen-Âge. Et le serment d'Hippocrate est encore juré par les futurs médecins dans de nombreuses écoles aujourd'hui. Donc, on peut voir que les Grecs ont, pendant plusieurs siècles, y ont été vraiment le fondement sur lequel toute la science a pu se développer. Puis même si c'est en brisant ce fondement que la science a pris de l'avance dès le XVIIIe siècle environ, ça n'aurait pas été possible sans les apports des Grecs. Partout donc où on regarde dans l'histoire de l'Occident, on voit le visage de la Grèce antique, réinterprété, revisité, mais toujours omniprésent. En fait, il n'y aurait même pas ce concept d'un monde occidental s'il n'y avait pas eu ce fondement. Pensez-vous que c'est différent aujourd'hui? Eh bien non. En fait, l'étude de la Grèce antique est encore pertinente parce que toute l'histoire qui nous a fait tels que nous sommes aujourd'hui en est profondément imbibée. Il y a aussi une pertinence qui est 100% contemporaine. Parce qu'il y a tant d'aspects de ce qu'on vit aujourd'hui, de ce qu'on connaît aujourd'hui, qui n'existeraient pas s'il n'y avait pas eu ce début, d'une manière ou d'une autre, dans la Grèce antique. Le théâtre, les films, les comédies et les drames qu'on regarde, tout ça c'est des descendants du théâtre qui a vu le jour en Grèce antique. On doit ça à des tragédiens comme Échille, Sophocle et Euripide, en plus du comédien Aristophane. Même la forme de nos amphithéâtres, stades et arénas vient de celle des Grecs. Les mythes grecs continuent de recirculer, même dans la littérature et le pop culture de nos jours. Les athlètes, les compétitions sportives, ça remonte à la Grèce antique. Que dire de l'idée des Jeux olympiques qui est inspirée directement des Grecs? L'esprit scientifique, qu'on valorise tant, remonte à un esprit que les Grecs cultivaient puis une science qui développait. Puis même quand on contemple le ciel étoilé, on voit des constellations qui portent des noms de personnages des récits grecs. Le concept de base de la démocratie tire également ses origines de la Grèce antique. Parce que c'est à Athènes qu'on voit émerger une première forme de démocratie,
où pour la première fois, le pouvoir appartient à tous les citoyens, donc en fait à tous les hommes libres nés à Athènes. Malgré les gros défauts du système, il est quand même fantastique parce que pour la première fois, le pouvoir dépend plus de la richesse ou de la noblesse de famille. Notre idée de loi fixe et écrite, le concept de citoyenneté, de tribunal, le débat démocratique, ça remonte à l'Athènes d'une époque lointaine. Et les États démocratiques qu'on connaît, ils s'en sont inspirés à travers le temps. C'est aussi les Grecs qui ont été les premiers à développer la philosophie et à trouver le mot philosophia, amour de la sagesse, pour la désigner. Donc une tradition ininterrompue de penseurs à chercher des réponses aux questions importantes. Par exemple, qu'est-ce qui est rationnel? Quel est le lien entre le langage et la pensée? C'est quoi la justice? Qu'est-ce que le bonheur? Etc. Et la simple existence de l'éthique est notre dette envers les penseurs de la Grèce antique. Un domaine fascinant qui est à la base des relations entre les gens, de comment on forme notre société et des relations internationales. L'idée de chercher rationnellement quelle action est la meilleure, qu'est-ce que le bien avec un B majuscule, puis comment former une bonne société, ça vient ultimement des Grecs. Et d'une manière centrale, la prépondérance de la raison dans notre manière de penser, de voir la réalité, le fait qu'on s'attende à ce qu'il y ait des causes logiques de phénomènes naturels autour de nous et qu'on valorise la rationalité, c'est une chose que les Grecs nous ont léguée. Étudier le monde grec revient donc à découvrir une civilisation fascinante, à atteindre un haut degré de compréhension par rapport à toute l'histoire et à s'ouvrir à une culture qui nous permet de mieux comprendre qui nous sommes aujourd'hui. On peut certainement étudier le monde grec en regardant des documentaires, en lisant des livres informatifs, en jetant un coup d'œil sur des articles, même en jouant à des jeux vidéo. Mais les études anciennes sont à leur plus profond lorsqu'on apprend la langue parlée par les Grecs et qu'on lit les auteurs anciens. Apprendre le grec a en soi de nombreux avantages. D'abord, étudier une langue, c'est vraiment s'ouvrir à une autre culture. C'est le portail vers un autre monde, vers le cœur et les pensées d'un peuple. Et le grec ancien, ça te permet de connaître la langue d'une culture qui mérite absolument d'être étudiée, comme on vient de le voir. Puis, il y a comme énormément de mots grecs en français. Encore une fois, on peut voir le rôle vraiment important que les Romains ont joué pour la diffusion de la culture grecque. Parce qu'en fait, des mots comme philosophie, dôme, aristocratie, politique, problème et beaucoup d'autres, ils viennent du grec, mais en fait, en premier, ils sont passés par le latin. Puis c'est seulement par le latin qu'ils ont été transmis au français. Et puis dès la Renaissance, on commence à créer des néologismes, des mots nouveaux, en utilisant des mots grecs puis en combinant des racines grecques. Le plus souvent, c'est des mots scientifiques, techniques, des mots qu'on utilise dans les sciences et la médecine. Par exemple, péricarpe, psychosomatique, ostéophyte et tachycardie. Et plusieurs mots grecs ont permis de créer une armée de termes scientifiques qui sont de même famille. D'autres néologismes grecs nous sont aujourd'hui très familiers, comme polytechnique, et d'autres sont même assez récents, comme télévision et cyberespace. Puis sans parler de la myriade de mots qui utilisent des préfixes et des suffixes grecs pour créer des mots dérivés. Tous les a, les anti, les néo, les mono, les micros, puis tous les man, phobe, scope, graphe, mètre, etc. Et les lettres grecques, ces beaux caractères qui sont le premier défi quand on commence à apprendre le grec ancien, sont utilisés en maths et en sciences comme symboles. Et donc que vous soyez passionné de médecine, d'ingénierie, de philosophie, de philologie, de littérature, d'histoire, d'ingénierie, de chimie, de biologie, de physique, il y aura toujours quelque chose à gagner par un vocabulaire plus riche, une connaissance plus profonde des mots. Et en plus, un mot est jamais complètement rompu de son origine, de son étymologie, même si son sens va toujours évoluer au fil des siècles. Connaître le grec ancien, en fait, ça te permet d'aller au cœur de ce qu'un mot français qui a une origine grecque veut dire. Puis parfois, ça peut être vraiment fascinant.
Par exemple, le mot encyclopédie provient de enkyklios, circulaire, et de paideia, éducation. Donc une éducation circulaire qui passe par tous les points. Le mot mathématique provient de mantano, j'apprends. La physique, ça provient du mot physis, nature. Et la technologie, ça vient de techne, art, habileté, et logos, étude. La calligraphie, c'est la belle écriture, de kalos, beauté, et grapho, j'écris. Et gymnase, ça vient de gymnos en grec, qui veut dire nu, parce que les Grecs allaient toujours au gym tout nus et couverts d'huile d'olive. Donc c'est vraiment un portail vers l'histoire de la pensée. Ça nous permet de voir le sens caché des mots qu'on utilise couramment, sans vraiment y penser. Et à la fin, le grec ancien est une langue qui a une sonorité extraordinaire, un vocabulaire extrêmement riche, complexe et précis, ouvert aux nouvelles formations et aux néologismes, et donc une langue qui, honnêtement, est juste vraiment fascinante à apprendre. Lorsqu'on se met à apprendre le grec ancien, on rejoint une longue tradition d'études de gens qui ont fait la même chose, par passion pour la connaissance. Tous ont travaillé leurs lettres et leurs verbes grecs. Tous y ont connu les plaisirs puis les difficultés d'apprendre cette langue. Et tout ça dans le but d'étudier la Grèce ancienne, d'enrichir leurs connaissances linguistiques et de développer leur caractère. Juste prends un moment pour apprécier l'aspect cool. En apprenant le grec ancien, tu arrives à lire, écrire et même parler une langue ancienne, parlée par une civilisation passée. Cette langue était parlée par l'une des plus incroyables cultures de l'histoire, par des gens ordinaires dans l'agora d'Athènes, par des orateurs dans le premier gouvernement quasi-démocratique de toute l'histoire, et par les meilleurs guerriers, poètes et philosophes qui ont à jamais marqué le monde. Et en plus, ta nouvelle aptitude est rare. Tu es parmi les seulement quelques milliers de personnes de nos jours qui ont fait l'effort d'apprendre cette langue ancienne et inestimable. Tu deviens donc un sophos, un rara avis, un maître de la connaissance et de la culture. Et à n'importe quel moment, tu peux prendre un manuscrit ou un vieux volume grec et n'y voir pas des caractères bizarres et incompréhensibles, mais des phrases riches de sens d'un sage ancien. Depuis des siècles, des gens ont appris le grec ancien pour pouvoir lire les auteurs de l'Antiquité, ceux qui ont laissé des écrits remarquables dans cette langue. Parce qu'en fait, l'une des influences les plus importantes de la Grèce antique sur le monde vient de sa culture écrite. Apprendre le grec a donc l'avantage vraiment unique d'ouvrir la porte vers certains sommets de la pensée humaine à travers l'histoire. Des œuvres qui ont marqué l'humanité. C'est des œuvres qu'on appelle des classiques parce qu'elles ont influencé la vie de millions de gens et parce qu'elles sont les meilleures dans leur domaine. Il y a juste tellement de raisons pour lire ces œuvres. D'abord, le fait que tant de personnes aient lu ces œuvres à travers l'histoire, c'est vraiment un argument pour que nous autres du 21e siècle, on prenne le temps de les lire également. Ça permet d'établir une sorte de pont entre nous et les auteurs modernes et anciens. C'est comme la différence entre marcher seul sur un chemin inconnu et marcher accompagné de tous les grands esprits de l'histoire qui peuvent offrir leur sagesse et leur expérience. C'est sûr que pour certains domaines, les textes anciens sont une lecture évidente. Par exemple, si on veut apprendre sur l'histoire de l'Antiquité, aller lire les historiens de l'Antiquité est une étape logique. De la même manière, la mythologie a marqué tout l'art et l'imagination européenne. Puis les mythes sont vraiment à leur plus réel quand on les lit de la main d'auteurs pour qui étaient encore actuels. Par exemple, la Théogonie du poète Hésiode, qui décrit en détail la naissance, les relations et les conflits des dieux grecs. Puis beaucoup de ces grandes œuvres sont essentielles pour comprendre la nature même de certains domaines, parce que c'est pratiquement elles qui les ont fondés, par exemple les histoires d'Hérodote. Additionnellement, les œuvres anciennes contiennent énormément de perspicacité par rapport à la nature humaine. Et l'étude de l'histoire, ça permet toujours de nous éclairer sur notre présent.
Par exemple, la guerre du Péloponnèse de Thucydide nous expose la relation entre des États puissants, dans ce cas Sparte et son rival Athènes. Au fond, c'est l'un des chefs-d'œuvre de tous les temps, parce que ça nous aide encore aujourd'hui à nous interroger sur les causes des guerres entre des puissances et sur la psychologie des individus qui sont impliqués dans des événements historiques. Donc, en fait, en lisant certains textes anciens, on a accès à des idées sur la psychologie humaine, sur la nature humaine, et puis ça nous donne pratiquement l'expérience d'années entières d'études. Et puis, les textes grecs sont souvent d'une grande beauté. Certains valent d'être lus pour les mêmes raisons de découverte de la Grèce ancienne et de pont avec les sociétés du passé, mais aussi parce qu'ils sont tout simplement beaux. C'est le cas, par exemple, des poèmes épiques de Homère qui ont fasciné l'Occident, en fait, depuis leur apparition. Je parle de l'Iliade et de l'Odyssée. C'est à la fois leurs portraits, leurs personnages mémorables, la puissance des histoires racontées et la grande beauté de leurs vers qui les rendent encore attrayants de nos jours. Menin aeide thea, Peleiadeo Achilleos ulomene, he myri Achaiois alge etteke. Pollas diftimus psychas, aedi proiapsen heron. Autus de heloria teuke kynesin, oionoisi te pasi. Dios de teleito bulle. Les anciens croyaient que la beauté peut élever les êtres humains. Ils avaient parfaitement raison. Que ce soit par un beau film, une belle chanson, une belle forêt ou un beau texte ancien, la beauté nous tire de notre misère. Sans parler de l'humour. Les auteurs comme Aristophane ou le satiriste Lucien de Samosate peuvent encore nous faire rire. Bien sûr, pas besoin d'apprendre le grec ancien pour lire les œuvres classiques. Après tout, ces œuvres ont été traduites de nombreuses fois et juste les lire est déjà une expérience extrêmement bénéfique. Sauf que la traduction va souvent enlever le charme originel du texte en grec. L'aspect de beauté que j'ai mentionné va souvent être modifié par la traduction. Il y a aussi certains mots, certaines nuances qui vont se perdre. Donc les traductions sont un très bon point de départ et elles sont très utiles. Sauf que quand on étudie les classiques, il vaut mieux se fier à soi-même. Quoi qu'il en soit, le plus important est finalement de lire les œuvres classiques, quelle que soit la langue. Ça dépend de toi si tu veux relever le défi de la langue grecque ou non. Apprendre le grec est un exercice de patience, de discipline, de dédication. Faut apprendre à dire non aux choses qui nous distraient, devenir conscient de ce qui compte vraiment pour nous. Bref, ça travaille les qualités d'une personne qui peut se confronter à des difficultés et construire des choses à long terme, donc d'une personne vouée au succès. Puis ça, c'est quelque chose que tout le monde respecte. Et les textes anciens, c'est comme le couronnement du processus d'apprendre du grec. C'est là que ça commence vraiment à devenir cool. Quand on apprend le grec, on fait pas seulement rejoindre des gens du passé. En fait, on intègre aussi la communauté de gens du présent qui s'intéressent à la langue grecque. Et d'expérience personnelle, je peux vous dire qu'il n'y a vraiment rien qui se compare à cet effort collectif quand on est dans une classe de grec, de chercher des mots ensemble, d'étudier la grammaire ensemble, de se confronter aux mêmes difficultés ensemble, de lire des auteurs, et bien sûr, de partager des infos cool sur la Grèce antique. Que ce soit seul ou en groupe, tu sens vraiment comment tu évolues, comment tu comprends plus de ce monde. Et en groupe,
Tu maintiens un contact intellectuel avec des gens qui sont tous passionnés par la connaissance, et tu pratiques l'étude et le discours à la manière des Grecs. Dans toute l'Antiquité, le discours était hyper estimé. De là l'importance du concept de logos en grec, qui veut dire le mot. L'importance du mot, écrit ou parlé, est tellement grande chez les Grecs que logos arrive à désigner quelque chose de plus grand encore. L'ordre de l'univers, la raison divine, l'intermédiaire entre Dieu et homme. Le discours était central à la connaissance. Puis c'est ce qu'on voit dans les œuvres du philosophe Platon, qui sont toutes écrites sous forme de dialogue entre des personnages différents. Le personnage central dans ces dialogues, c'est toujours Socrate, le professeur de Platon, ce grand philosophe. En plus de nous guider dans nos questions sur la vie, ces dialogues sont des exemples d'éloquence. Socrate était, entre autres, un très bon parleur. On peut le voir notamment dans l'Apologie de Platon. D'ailleurs, c'est l'un des premiers textes qu'on lit quand on apprend le grec ancien. Et dans l'Apologie, Socrate est dans un procès et il se défend des accusations de la cité selon lesquelles il aurait nié les dieux et corrompu la jeunesse d'Athènes. Les anciens savaient que parler est à la base d'une bonne société, qu'en fait c'est le lien entre les gens, que c'est ce qui nous rend humains et unis. Donc les élèves apprenaient à défendre leur point de vue, à convaincre, à être de bons orateurs, à cultiver la beauté dans leur langage. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment cette culture du discours. On n'apprend pas vraiment à bien parler, à être éloquent, à maîtriser la rhétorique, cet art de bien parler. Puis c'est dommage parce que parler est tout aussi important que dans l'Antiquité. C'est peut-être la difficulté de bien parler qui nous décourage, au fond. Mais nos difficultés sont honnêtement moindres comparées à celles d'un certain Démosthène qui est né à Athènes au IVe siècle avant notre ère. Quand il était jeune homme, il voulait mener ses tuteurs en justice pour avoir volé son héritage. Et pour surmonter son bégaiement, il s'entraînait à réciter des poèmes en courant et il remplissait sa bouche de cailloux. L'Assemblée l'a ridiculisé à ses premiers discours. Et pourtant, il est devenu le meilleur orateur de toute l'Antiquité. Lire les textes des sages anciens, s'inspirer des vies de ceux qui ont marqué l'histoire, c'est une expérience qui est vraiment transformatrice. Plusieurs textes abordent les questions importantes de l'existence humaine, des questions qui hantent les philosophes jusqu'à nos jours, et qui sont importantes pour chaque société et pour chaque être humain. Athènes a été la reine de la philosophie, et ces écoles philosophiques qui ont marqué toute l'Antiquité et toute l'histoire par la suite. La figure qui a eu le plus d'impact est celle de Socrate. Après lui, il y a 4 grandes écoles de philosophie qui vont se disputer le terrain. Elles sont toutes inspirées par son exemple d'un mode de vie philosophique et par sa manière de tout remettre en question. Il y a l'Académie, fondée par Platon. Puis il y a le lycée, fondé par Aristote, l'élève de Platon. Il y a l'épicurisme, fondé par Épicure. Et il y a le stoïcisme, fondé par Zénon de Cityon. Additionnellement, il y a aussi le cynisme, fondé par Diogène, ce fameux philosophe qui mendiait dans la rue et qui, selon la légende, est mort en se battant pour un morceau de viande avec des chiens. Chacune de ces 4 grandes écoles nous montre qu'il faut se concentrer sur quelque chose qui compte vraiment dans la vie pour qu'on trouve la solution à nos problèmes. Pour les platoniciens, ce qui compte, c'est la recherche du bien. Même chose pour les aristotéliciens. Pour l'épicurisme, le problème en fait, c'est les faux plaisirs. L'antidote à ce problème, c'est la recherche des vrais plaisirs. Attention, les vrais plaisirs, c'est pas se goinfrer de beefsteak, boire du vin, puis regarder les Jeux Olympiques tout le temps. C'est plutôt chercher l'absence de douleur. Les épicuriens menaient une vie vraiment calme. Ils acceptaient juste les plaisirs qui sont vraiment nécessaires.
Pour le stoïcisme, le problème, c'est les plaisirs, passions et intérêts qui sont égoïstes. La solution au problème, c'est le contrôle de soi, la tranquillité. Faut être vraiment zen. Se préoccuper juste de ce qui dépend juste de toi. Et pour ces grands rebelles de l'Antiquité, les cyniques, la misère, c'est les conventions sociales. Faut absolument s'en libérer et adopter des comportements extrêmes. Donc, pour les anciens, la philosophie a un but de thérapie. Elle doit montrer la bonne voie aux humains. Elle doit les élever à une sorte d'état supérieur. Puis c'est en changeant ses habitudes de vie que l'individu peut faire ça. Et c'est aussi par l'éducation et par l'auto-analyse qu'il peut grandir. C'est Socrate lui-même qui a dit qu'une vie sans analyse ne vaut pas la peine d'être vécue. La plupart du temps, on vit dans un état somnolent. École, boulot, séries sur Netflix, routine qui occupe l'esprit. On n'a plus le temps de vraiment penser. Mais si on prend juste 30 minutes par jour pour lire un passage d'un philosophe ancien, on s'expose à quelque chose qui nous fait réfléchir, qui nous fait poser des questions. D'abord, on fait le gros effort de comprendre ce que l'auteur a voulu dire, puis après ça, on trouve une réponse, on découvre une nouvelle perspective. Et c'est toujours en s'exposant à une nouvelle perspective qu'on peut grandir comme individu. En lisant les textes anciens, on découvre notamment que les Grecs étaient vraiment préoccupés par la nature du bien, par comment devenir une meilleure personne. Il y avait beaucoup cette idée de vertu, soit la noblesse de l'âme ou l'excellence. 4 des vertus qu'on nommait le plus fréquemment, c'était la prudence, la justice, le courage et la tempérance, ou le contrôle de soi. C'est comme des phares, des repères de vie qu'on doit travailler. L'une des œuvres les plus intéressantes qui aborde ces questions est l'Éthique à Nicomaque d'Aristote. Pour Aristote, il y a toujours un but suprême dans la vie des gens, qui est le bonheur. Être de bonnes personnes, ça nous rend heureux. Et pour être de bonnes personnes, pour cultiver le bien et la vertu, faut s'entraîner. Faut se demander quel est le but de sa vie. Faut s'entourer de bonnes personnes. Il faut commencer par les petites choses, les gestes de jour à jour, pas juste les grandes décisions. Une vraie transformation de l'individu est le résultat. Ensuite, l'individu s'implique dans sa communauté avec les autres, parce que c'est là qu'il peut être vraiment utile et parce que, comme dit Aristote dans un autre livre, La politique, l'être humain est un zoon politikon, un animal politique. Dans notre quête personnelle de notre place dans ce monde, on voit combien les messages des philosophes anciens sont encore actuels. On peut donc lire les anciens pour apprendre à se poser des questions, et pour trouver des moyens de devenir de meilleures personnes sur le plan personnel et aussi dans notre relation avec les autres. Au fond, cet idéal de croissance, de bonne personne, c'est vraiment le propre de la paideia, l'éducation chez les Grecs. La paideia, dans la Grèce antique, visait à former un individu complet, un kalos kagatos, c'est-à-dire, littéralement, un beau et bon. Un kalos kagatos est quelqu'un qui obéissait à un code moral et qui faisait preuve de courage et de noblesse chez les Grecs. Un kalos kagatos a atteint l'harmonie entre le corps et l'esprit. Il les cultive tous deux en les balançant. C'est un peu le principe latin de mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. La paideia éduquait les citoyens dans la musique et les sports, dans la lutte et le discours, pour qu'ils soient aussi équilibrés que possible. Dans l'Athènes démocratique, on se concentrait beaucoup sur la bonne culture générale aussi. Les sciences, la géométrie, l'astronomie, l'histoire, le droit et la philosophie. S'imbiber de cette civilisation qui prisait le logos, pratiquer le discours de manière consciente, viser la clarté et l'éloquence, c'est rempli d'avantages encore de nos jours. Quant à la paideia, elle est également actuelle à sa manière. Même si les temps ont changé, cet idéal d'un individu complet, d'une éducation dans plusieurs domaines,
de quelqu'un qui recherche vraiment la vertu et l'excellence, ça peut encore inspirer et mener à de meilleurs individus et une meilleure société. Les Romains remplaçaient le terme de paideia par humanitas, humanité. Ils voulaient, par ça, souligner l'importance de la culture et de l'éducation générale pour l'être humain. Pour être parfaitement humain, on a besoin de cet équilibre entre le corps et l'esprit, entre les domaines différents de la connaissance. On a besoin d'essayer d'être des kaloi kagatoi. Essayer de devenir une meilleure personne, travailler ses qualités, sa discipline, accumuler des connaissances interdisciplinaires, faire du sport et de la musique, se poser des questions, s'exposer à la beauté du langage en prose et en vers, développer son vocabulaire et son discours, et mieux comprendre le présent en étudiant le passé, c'est faire sa propre paideia. Et lire les anciens va t'aider énormément sur cette voie. De nos jours, il y a plein de ressources pour que tu apprennes le grec ancien et lise les auteurs que j'ai mentionnés. Quelle méthode tu adoptes, qu'est-ce que tu choisis d'étudier, c'est ton choix. Juste un peu de grec, juste quelques auteurs anciens, en originel ou en traduction, tu verras déjà comment ton caractère et ta compréhension seront transformés juste par l'effort que tu auras fait et les idées et histoires que tu vas découvrir. C'est donc à toi de relever le défi. Eroso.